Donc bonjour à tous, je me présente, Damien Larlatour. Donc je fais partie de la cellule service au niveau de la variation de vitesse chez Danfoss. Donc je m'occupe de tout ce qui est mise en service des variateurs, réparation des variateurs et formation client aussi bien à l'utilisation des variateurs qu'à la réparation. Donc ça va être principalement tout ce qui est après la vente du variateur. Donc aujourd'hui, le but, c'est de voir tout ce qui est CEM et comment installer correctement votre variateur. Donc on va parler principalement de tout le câblage entre le variateur et le moteur. Donc si vous voulez poser des questions, généralement on attend la fin du webinar. Vu qu'on est une trentaine de personnes, aujourd'hui vous pouvez demander la parole. On s'arrêtera pour répondre directement aux questions. Donc, l'introduction au thème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un variateur? Un variateur de vitesse, c'est une machine qui vous permet de faire varier la vitesse de votre moteur euh, en fonction de votre besoin. Et comment on arrive à faire varier la vitesse? C'est que vous avez votre réseau électrique en 400 volts ou en 690 volts triphasé. Et pour faire une tension variable et une fréquence variable, je suis obligé euh, de redresser cette tension-là. Une fois que j'ai redressé, je recrée une nouvelle sinusoïde, dans ce cas-là, avec une fréquence et une tension variable. Donc on garde toujours un rapport U sur F pour garder votre couple optimum. Donc en effet, dès qu'on va reconstituer une sinusoïde, on ne va plus avoir une tension classiquement triphasée. On va avoir une recomposition de sinusoïdes. Donc sur la partie droite ici, ce que vous voyez, c'est la tension envoyée à votre moteur et le courant juste en dessous. Donc cette tension, c'est une MLI, donc c'est une tension à modulation de largeur d'impulsion. C'est qu'on va envoyer des créneaux de plus ou moins 500 volts, 560 volts à votre moteur. Donc les 560 volts, c'est le réseau 400 volts et nous on récupère les crêtes, donc racine de 2, la valeur efficace, et on envoie ces tensions-là. Alors vu qu'on envoie ces créneaux très rapidement, donc c'est-à-dire 2 à 3000 fois par seconde, on crée aussi des petites surtensions. Donc au niveau des pics, vous voyez que ça peut monter jusqu'à 1000 volts. Donc de phénomènes, on va stresser vos moteurs en envoyant des pics de tension plus hautes. Et le sujet qui nous intéresse, la CEM, c'est que on va créer des perturbations électromagnétiques parce qu'on ne va plus être à un phénomène de 50 Hz, mais à des phénomènes de haute fréquence de 2, 3, 4 kHz. Juste en dessous, c'est le courant, comme je vous ai dit. Les pics sont beaucoup moins grands parce que votre moteur est considéré comme une self et une self n'aime pas les discontinuités de courant, donc elle va lisser ce courant-là et c'est ce que le moteur va absorber. Donc ici, j'ai représenté un variateur schématiquement. Vous avez votre redresseur qui est à gauche, votre partie intermédiaire, le DC bus, donc je lisse le courant avec la self et le condensateur va lisser la tension. Et après, vous avez les interrupteurs de puissance qui vont recréer votre sinusoïde, les IGBT. Et ici, le moteur. Donc la particularité, c'est que je recrée une tension sinusoïdale, la MLI, avec juste un DC+, et DC-. Donc, dès que vous allez regarder la tension le point zéro, ça veut dire la somme des tensions UVW, que vous avez classiquement sur un réseau triphasé L1, L2 plus L3 doivent être égales à 0 volts. Par contre, dès qu'on est avec un variateur de vitesse et qu'on fait cette somme des tensions, on n'est plus égal à 0 volts, mais une tension qui va varier de plus 60 volts à moins 60 volts. Donc, c'est ce qu'on appelle communément la tension de mode commun. C'est que vous n'avez plus ce potentiel fixe 0, mais un potentiel qui va flotter. Donc ça, c'est un premier phénomène qu'on va avoir dans le variateur. Et
qui dit tension, vous avez une charge, ça va créer des courants. Et là, vous voyez les amplitudes de courant qui vont circuler tout au travers de votre installation. Donc le but d'un bon câblage, c'est de diminuer ces phénomènes-là et de ne pas être embêté. Alors, au niveau de la CEM, on va classifier en deux parties. On a la CEM par rayonnement, c'est des champs électriques, des champs magnétiques, électromagnétiques, c'est typiquement les émissions comme radio ou comme le téléphone, on va bombarder de tous les côtés. Et après, le deuxième phénomène de CEM, c'est que ça va passer par les câbles, ça va passer par la terre, par conduction. Elle va passer sur toutes les surfaces. Donc ça, par exemple, la canalisation. Ça, c'est ces courants qui vont circuler de tous les côtés. Donc le but de faire un bon câblage, c'est d'éviter ces phénomènes-là et éviter d'être perturbé au niveau de votre automate, au niveau du moteur, préserver ses roulements. Voilà ce qu'on va faire. Donc, schématiquement, c'était sur ce slide de remettre toutes les nuisances que peuvent créer un variateur, donc les interférences électriques, les harmoniques en entrée du variateur, des courants de fuite. Alors les courants de fuite, ça peut aussi se traduire par des différentiels qui vont déclencher de la chaleur, parce qu'on a un rendement de 98%, mais il reste quand même 2% de perte. Des courants de fuite aussi en sortie, des interférences, vos capteurs qui perdent la tête. On va stresser les enroulements et aussi les courants de circulation dans le moteur. Donc, au niveau de la règle d'installation, dès que je vais voir votre variateur, votre moteur en haute fréquence, on parle toujours d'effet capacitif. Ça veut dire que si vous refaites mathématiquement votre installation, vous allez voir qu'il y a des condensateurs de tous les côtés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? C'est le schéma mathématique ici, deux traits qui sont là, et au milieu, un isolant. Dès que vous avez ce fonctionnement-là, vous avez un effet capacitif. Donc, comment ça se traduit chez vous? Au niveau des câbles de votre sortie variateur, vous allez avoir un conducteur, ça va être l'âme en aluminium ou en cuivre où va passer l'électricité. Après, ce qui va faire la partie orange, l'isolant, ça va être la protection de votre câble. Et la troisième partie va être la terre. La terre est conductrice par défaut. Donc, on crée un effet capacitif. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de regarder l'impédance du condensateur. L'impédance, c'est la résistance au niveau haute fréquence en soi. Donc, avec un déphasage. Ici, on voit que l'impédance, donc la résistance, est très très haute et quand on est à basse fréquence. Donc, dans votre utilisation de la vie de tous les jours sans variateur de vitesse, vous êtes sur un réseau 50 Hz, vous avez une impédance très haute, ce qui se traduit par l'équivalent d'un interrupteur ouvert. Vous avez très peu d'effets de perturbation avec des effets capacitifs. Mais je vous ai dit, je ne travaille plus à 50 Hz parce que j'ai une MLI en sortie du variateur, mais je travaille ici. Donc ici, ça va être de l'ordre de 2 à 3 kHz et l'impédance va être beaucoup plus faible. Donc schématiquement, je pourrais la traduire par un interrupteur fermé, sachant que vos câbles ne sont pas des éléments capacitifs avec un très bon rendement. Vous n'allez pas avoir un bon condensateur, mais un petit condensateur de fuite. Donc, ce qui se traduit par des petits courants de fuite qui vont circuler de partout dans votre installation. Et puis, on va voir dans le slide d'après que ces courants peuvent circuler dans le moteur ou aussi bien dans votre charge. Donc, le but, c'est d'éviter ça. Donc, ici, on retrouve toujours mon installation du variateur. Ici, on a mis à côté droit des câbles, le moteur et votre charge. Et en rouge, vous allez voir les courants qui vont circuler dans toute votre installation.
Donc le but du courant, c'est dès que j'ai un générateur, une tension, je l'envoie quelque part, mais un courant, il est obligé de boucler pour que ça devienne un courant. Donc le générateur, c'est le variateur, il va partir dans les câbles. Alors les câbles, plus vous allez avoir des câbles longs, plus ce phénomène de courant de fuite, votre condensateur sera plus gros, ça va être augmenté. Au niveau moteur, vous avez aussi différents potentiels, ça crée aussi des effets capacitifs, et tout ça, vous allez le reboucler soit au centre du variateur, soit à l'entrée du variateur. Donc nous, on rajoute dans le variateur des potentiels par rapport à la Terre avec des condensateurs pour filtrer et pour récupérer, c'est pas quelqu'un de feignant, des autoroutes pour qu'il passe par les chemins qu'on lui indique, qu'on veut, et qu'il n'aille pas perturber le reste. Donc ce phénomène-là se traduit aussi dans votre moteur. Donc ici, vous avez un moteur, donc les roulements sur les côtés, l'arbre au milieu, donc le rotor, et le stator qui est ici. Et entre le rotor et le stator, vous avez donc pareil un potentiel, un autre potentiel, un isolant. Vous allez avoir aussi au niveau de la carcasse, entre la carcasse et votre rotor, des différents potentiels avec vos roulements qui vont faire isolant et des courants qui vont circuler. Donc au niveau des phénomènes qui peuvent se passer sur votre moteur, c'est vous allez avoir ce courant qui va circuler dans vos roulements. Et qui dit courant, sachant qu'il y a toujours un petit espace, vous allez faire des petits arcs électriques. Donc ces petits arcs électriques vont avoir tendance à piqueter vos roulements. Et ces roulements, ils sont piquetés, ils vont avoir un moins bon rendement, donc ils vont chauffer. Ils chauffent, la graisse va partir. Et ils vont, je dirais communément, s'envoyer en l'air. Donc, comment on le voit, c'est après coup, on expertise le roulement, on l'ouvre et on voit des petits stries comme celle-ci qui ont été, je dirais, la trace des courants de roulement qui ont circulé. Donc, pour éviter ça, il y a deux choses. C'est tous les constructeurs moteurs, dès que vous êtes sur la variation de vitesse, vont vous dire il faut mettre à l'arrière du moteur un roulement isolé. Donc, le roulement isolé, c'est pour éviter que les courants recirculent et qui tournent comme ça. Et après, pour éviter que le courant circule par rapport à la Terre, vous allez mettre des câbles symétriques et des câbles blindés. Donc, on va mettre tout ce qu'il faut au niveau je dirais, de l'installation. Donc, ce petit dessin que je trouvais sympa, c'est la deuxième partie. Là, c'est la perturbation. Donc, la perturbation, c'est que vous avez votre système, le variateur de vitesse, qui est quelque chose qui a été conçu très robuste, donc qui ne va pas être perturbé par tout ce qui est en extérieur de la CEM, de l'électromagnétique. Par contre, lui, il va en émettre et on va limiter son effet avec des câbles blindés. Donc, dans CEM, le C de l'acronyme, c'est compatibilité. Donc, je ne perturbe pas les autres et je ne suis pas perturbé par les autres. Voilà. Donc, pour éviter tous ces phénomènes, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des câbles blindés symétriques. Donc, un câble blindé symétrique, ça veut dire que vous allez avoir vos trois phases UVW qui vont être disposées, donc je parle entre le moteur et le variateur, donc qui vont être disposées comme ça, et chacun va avoir sa petite terre. Donc il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène que le câble, entre deux phases, il y a des inductions qui se créent, et en les disposant comme ça, ça fait des auto-inductions, donc des champs magnétiques entre câbles, ils vont s'auto-annuler en les disposant comme ça, et si on met qu'une seule terre, comme le dessin ci-dessous, on va pas avoir un équilibre parfait, et il y a des courants qui vont être beaucoup plus gros
parce que chaque câble ne va pas avoir sa propre terre. Donc le but, c'est d'équilibrer tous ces courants-là et qui s'auto-annulent. Donc on est obligé de mettre ce câble symétrique. Donc ça, c'est schématiquement, c'est celui-là qui est utilisé, mais vous avez aussi des variantes qui vont être un câble avec le blindage et les câbles de terre qui vont être tout autour, qui vont être aussi compatibles pour la variation de vitesse. Et puis, on peut tolérer sur les faibles puissances ce système-là. Donc, vous avez les trois câbles UVW là et sur le côté, un câble de terre. Donc, je dirais, ce système-là sera toujours mieux que un câble avec la terre intégrée dedans. Et bien sûr, comme vous le voyez, sur tout autour, vous allez avoir le blindage. Donc, ces câbles sont remis en réel, je dirais comme en bas à droite, donc les trois petites terres, et on voit bien la disposition. Donc, je vais limiter le courant déséquilibre. Ça veut dire que suivant la disposition, vous pouvez avoir beaucoup plus de courant sur la phase U que le V sur le W, que là, il sera bien équilibré, et puis aussi les courants en mode commun. Donc ça, c'est dès que vous avez de la variation de vitesse qu'il faut l'utiliser. Et après, comment on va l'installer on va faire attention au niveau du blindage. Donc le blindage, lui, il va servir à deux choses. C'est je vais pas bombarder, donc rayonner de la perturbation CEM de tous les côtés. Donc je canalise, je recrée, au lieu que ça soit la terre de votre installation qui capte ces courants et qui les ramène au variateur, ça va être ce blindage. Et deuxième chose, je vais pouvoir mettre votre moteur à la terre, mais d'une façon haute fréquence. C'est qu'un bout de câble classique, et quand on est en haute fréquence, qu'est-ce qui se passe? Il y a que le courant, il va circuler que sur l'extérieur des câbles. Donc s'il circule que à l'extérieur, il va pas être très efficace. En mettant des tresses, on augmente la surface de contact et le courant va beaucoup mieux circuler. Voilà le but. Donc dans toute l'installation, on va le voir, on va avoir tendance à mettre des tresses et ces câbles blindés. Donc là, j'ai l'entrée du variateur avec des câbles homopolaires, L1, L2, L3, avec ses propres terres. Et puis après, vous allez avoir UVW qui vont être ici. Donc on voit directement qu'on a un câble multipolaire et on a plusieurs. Alors les autres terres, elles sont derrière, on les voit pas bien. On a plusieurs terres. Et dans le variateur, on vous livre des étriers qui vont vous permettre de reprendre le blindage sur 360 degrés. Dans cette photo-là, ça n'a pas été utilisé. Donc, on a mis un PECEM qui reprend le blindage. Et puis, comme on a cette plaque-là, donc la plaque passe-câble, on appelle ça chez Danfoss, qui se trouve en bas du variateur, elle est isolée au niveau d'un joint pour éviter que l'eau rentre. Donc je remets une tresse pour le remettre à la carcasse et que les courants circulent bien. Donc au niveau des systèmes qui existent chez Danfoss, donc vous allez avoir sur les petits variateurs avec la partie commande des petits étriers, parce que la commande c'est pareil, on va mettre des câbles blindés pour reprendre sur 360 degrés. Là, c'est le schéma avec une armoire. Si vous mettez votre variateur en armoire, dans les règles CEM, il est toujours dit à l'entrée de l'armoire de reprendre sur 360 degrés le câble. Si vous avez un contacteur, un relais thermique, dans le cas de plusieurs moteurs, avant le contacteur ou le relais, et après, vous allez reprendre sur 360 degrés la tresse, ici, et à l'entrée du variateur. Donc, dès qu'on parle de CEM aussi, on fait toujours attention de laisser 2 à 300 mm entre les câbles de puissance et les câbles de commande. Sinon, ça va avoir tendance à perturber vos signaux de commande et par exemple, un variateur qui s'allume, qui s'arrête, on ne comprend pas. C'est ça qui peut se passer. Au niveau des câbles, on fait aussi toujours attention et quand on doit
traverser les chemins de la puissance et de la commande, de toujours passer perpendiculaire pour avoir le moins de surface de contact possible. Donc, au niveau de la reprise de blindage, ce qu'on appelle communément les queues de cochon, c'est ce qu'on voit ici entouré en rouge. La queue de cochon, c'est qu'on a repris le blindage, on l'a torsadé et on l'a mis à la terre. Donc, dès que vous faites ça, en haute fréquence, vous allez augmenter l'impédance de votre câble. Donc, j'augmente l'impédance, ça veut dire j'augmente la résistance et ça veut dire que le courant va moins bien circuler. Donc ça, c'est déconseillé de le faire. Et deuxième chose, vous créez aussi une petite antenne et qui va envoyer des ondes un peu de partout. Donc, ce qu'il faut faire, on ne dénude pas la tresse comme ça, on enlève juste la partie de l'isolant du câble et on va reprendre avec cet étrier-là, cet anneau, sur 360 degrés le blindage. Vous montez en puissance, on va utiliser cet étrier ici. Là, sur les plus petits variateurs de 1,75 kW, un petit anneau, on voit bien, là, on a dénudé le câble et on a pris sur 360 degrés, ainsi qu'ici. Donc, comme c'est indiqué en rouge en bas du slide, le blindage, on le raccorde toujours des deux côtés, côté variateur et côté moteur. Donc, on va aller voir côté moteur comment ça se passe. Donc, côté moteur, vous allez mettre des PE CEM, donc c'est des PE comme ça, qui vont reprendre toujours son même principe sur 360 degrés le blindage. Alors la petite astuce ou ce qu'il faut faire attention au niveau du moteur, comme on le voit en bas à droite, c'est qu'il y a des belles plaques qui sont faites par les constructeurs de moteurs. Par contre, ces plaques-là, elles sont isolées avec un joint étanche de la boîte, de l'entrée de la boîte moteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre une tresse entre cette entrée moteur et cette plaque-là. Donc, deux solutions, vous la mettez en parente en extérieur ou sinon à l'intérieur directement sur le câble de terre pour avoir une efficacité de ma reprise de blindage. Si on ne le fait pas, on va avoir mis des beaux presse-étoupes, mais ils n'auront pas d'efficacité. Donc, je fais attention de mettre une tresse et la règle au niveau des tresses, c'est que, et quand on en utilise, il faut toujours que la largeur, cette largeur-là, elle soit égale à la longueur divisée par 5 pour avoir une efficacité. Si on a des ratios qui sont plus grands, on perd en efficacité. Donc, pour résumer, si j'ai une longueur de 5, la largeur doit être de 1. Alors, hop. Voilà, donc là, le variateur de vitesse avec les presses étoupes et on a remis une tresse. Ici, quand on monte un peu en puissance, on a utilisé directement les étriers fournis dans le variateur. Donc on voit qu'on reprend sur 360 degrés. Donc les tresses, donc au niveau de votre moteur, c'est important, il faut rajouter des tresses parce que si vous ne les mettez pas, votre moteur il va être, on le voit sur cylindre bloc, donc un potentiel flottant, ou sinon lié avec une terre mécanique qui aura aucune efficacité. Donc pour vraiment canaliser tous ces courants, j'utilise cette tresse, je fais attention d'enlever la peinture dessous, le moteur, le châssis, un peu de graisse, et puis je mets la tresse pour qu'il soit à la terre dit haute fréquence. Je fais, on le voit ici, la même chose sur votre actionneur. Pour éviter que dire j'ai tout mis à la terre au niveau du moteur, sauf que votre bout d'arbre, il va avoir un lien mécanique avec votre charge et vous avez peut-être tout simplement un effet capacitif qui va se créer et c'est l'écroulement de votre charge qui pourrait être abîmé. Donc on rajoute juste une tresse et ça suffira au niveau de votre charge. Au niveau de ces courants de mode commun, donc les courants qui circulent dans le moteur et qui vont avoir tendance à abîmer vos roulements, on va vous préconiser de mettre des ferrites à partir de 200-250 kW. Donc les ferrites, c'est
ces petits anneaux bleus que vous mettez à la sortie du variateur sur les câbles et qui vous permettent de faire l'équivalent d'une résistance, mais une résistance que pour les hautes fréquences. Donc si vous mettez une résistance, vous allez diminuer vos courants haute fréquence et diminuer l'effet des courants de mode commun. Donc on voit ici à gauche les courants qui ont été mesurés au niveau de l'arbre moteur, sans les ferrites et avec les ferrites. Et à la sortie du variateur aussi, l'efficacité des ferrites qui vont avoir tendance à limiter ce phénomène. Donc, pour s'en rappeler, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a créé une fiche expliquant toutes les bonnes pratiques. Toutes les bonnes pratiques au niveau de l'installation de vos câbles moteurs. Je vais vous chercher ça. Voilà. Donc c'est un PDF que vous allez avoir d'ici la fin de la présentation et qui résume. Donc sur les variateurs de vitesse, ce que je vous ai présenté au début, on a une MLI, les conséquences, et après on va vous dire ce qui est important. Donc ce qui est important, c'est l'équipotentialité des masses. Donc on remet bien à la terre le variateur, après vous remettez bien une terre entre le variateur et le moteur, et ici vous mettez des tresses entre le châssis et le moteur. Donc on a mis dans cet exemple deux cas. Vous avez votre variateur qui est décentralisé, vous allez bien faire attention de tirer un câble direct entre le variateur et le moteur, mettre des tresses à l'entrée de la boîte à borne moteur, entre le moteur et votre châssis, entre votre actionneur, la machine, et le châssis métallique qui est remis à la terre. Et on peut rajouter aussi, on rajoute plutôt une terre entre le variateur et le châssis. Et le deuxième cas, c'est si vous avez mis directement votre variateur directement sur le châssis métallique. On reprend ici, parce que le fait qu'il soit posé dessus n'est pas suffisant, il faut vraiment avoir le même potentiel. Donc, on vous rajoute comme quoi la règle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la longueur divisée par 5 doit être égale à la largeur pour les tresses métalliques et que les conducteurs de PE, donc de terre, doivent être au minimum divisés par 2 par rapport à la section d'une phase. Les câbles qu'on a utilisés, qui ont été représentés. Les tresses de masse. Donc les tresses de masse, classiquement, c'est des tresses en cuivre qui ont été protégées avec un peu de laiton dessus. Les PECEM, donc c'est celui de droite que je vous conseille. Donc pourquoi je vous conseille cette technologie-là, c'est que celle-là, à gauche, vous avez des petites pattes qui vont avoir tendance à se plier et ne plus faire contact surface avec votre blindage. Donc celui-là, l'avantage, c'est des petits brins souples et on est sûr d'avoir une bonne surface de contact. La reprise de blindage sur 360 degrés. La tresse que je rajoute au niveau de la boîte à borne moteur. Et au niveau des ferrites, ce qu'il faut faire attention, que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, c'est pour qu'elle soit efficace, il ne faut jamais faire comme c'est indiqué à droite, donc mettre la terre. Si vous allez faire passer la ferrite, le câble de terre dans la ferrite, vous allez annuler son efficacité. Donc la terre doit toujours être à part et vous devez aussi avoir la même, je dirais, même fonctionnement avec le câble blindé. Si vous mettez le câble blindé dans la ferrite, vous allez perdre l'efficacité de celle-ci. Donc il n'y aura jamais de casse, mais par contre, l'effet sera annulé. Donc comment il faut les passer? On voit, on prend sur 360 degrés le blindage à l'entrée du variateur.
je passe la terre en dehors des ferrites, et là vous avez UVW. Ici, la même schématique si vous avez plusieurs câbles. Parce que dès que vous allez monter en puissance, des câbles multipolaires, ils deviennent trop gros pour être passés. Donc on va multiplier le nombre de câbles. Voilà plusieurs photos avec les ferrites qui ont été passées. Et vous avez un tableau qui vous dit, suivant donc les châssis des variateurs, ça correspond aux puissances, j'ai en fosse, vous allez utiliser un jeu de ferrites, 2 jeux, suivant la longueur de vos câbles. Donc la référence à utiliser et le nombre de jeux à commander. Donc si vous êtes en T7, donc 690 volts, il y a des effets qui sont plus grands parce que la tension est plus haute. Donc on va avoir tendance à rajouter des jeux de ferrites. Voilà. Donc au niveau de la présentation, j'ai fini. Je peux vous montrer plus précisément 2-3 photos si vous souhaitez. Alors, ces photos. Voilà, elles arrivent. Donc sur les gros variateurs, donc plus de 560 kW, donc 630 kW, on voit directement, on les a installés dans le variateur, les ferrites. Donc là, vu que j'ai 2 onduleurs, donc comme l'équivalent de 2 câbles, mais j'en ai mis une de chaque côté. Donc ça, c'était prévu déjà dans un jeu c'était dans le kit. C'était un jeu de 2. Je fais attention à ma tresse pour reprendre la plaque et la mettre à la terre. Ici, pareil, le châssis, là c'est du compresseur, je l'ai remis au même potentiel sur l'entrée du variateur. Donc on voit là tous les câbles de terre. Et ici. Et côté moteur, donc j'ai bien fait attention, je remets bien mes 3 câbles de terre ici et le PECEM. Donc cette surface-là, je fais attention, s'il y a de la peinture, de bien enlever de la peinture pour avoir toujours une meilleure surface de contact. Donc remis au châssis, pareil. Voilà. Donc maintenant, on va vous réouvrir les micros et si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole ou sinon les écrire directement dans le chat et je répondrai à vos questions. Alors, vous avez la possibilité d'ores et déjà d'ouvrir vos micros. Il y a également des questions par écrit. Du coup, monte-t-on aussi les tresses sur les moteurs ATEX tournant sur VF installés dans une zone hors ATEX? Oui, les tresses, on va les rentrer, on va les mettre tout le temps. On va tout le temps mettre les tresses pour avoir le même potentiel, ATEX ou pas. Alors, lorsque l'on monte un filtre DU sur DT ou sinus, y a-t-il des cas où ce n'est pas nécessaire de monter obligatoirement du câble blindé? Ou ne monte-t-on pas directement du câble blindé derrière ces filtres? Alors, donc là, j'ai le slide. Alors, on va le mettre en grand. Voilà. Donc ici, vous avez la tension à la sortie d'un filtre DV sur DT. Donc, au lieu d'avoir vraiment qu'un brouillard de tension de plus ou moins 560 volts, ici, on voit que c'est un peu plus noir. Donc, ça améliore la tension et c'est surtout que vous avez moins de pics. Donc, les pics se limitent en dessous de 1000 volts et tout à l'heure, on montait à 1200 volts. Et le courant qui est beaucoup plus propre. Et après, ici, ça, c'est les filtres sinus. Donc, vous allez avoir la tension qui est beaucoup plus jolie. Donc, les pics vont s'y mettre vers l'ordre de 600 volts et le courant qui est beaucoup plus lisse. Alors, on va avoir un effet qui est réel au niveau de la CEM. Par contre, ça ne sera pas normalisé par rapport à tout ce qui est label au niveau norme, mais on sait que c'est efficace. Par contre, au niveau des courants de palier, ça ne va pas agir. On ne va pas limiter ces courants de palier-là. Donc l'utilisation des câbles blindés sera toujours nécessaire. Mais on sait qu'on perturbera moins quand même tous les individus qui sont dans votre environnement. Donc au niveau du filtre, là c'est un petit filtre, vous avez l'entrée et la sortie.
ben, je reprends le blindage sur la plaque. Ici en dessous, vous avez juste une plaque et on reprend sur 360 degrés à l'entrée du filtre et on reprend à 360 degrés à la sortie du filtre pour avoir une continuité. Ici, on voit cette plaque-là. Donc ici, je reprends et là aussi, vous avez des petits anneaux qui sont faits pour. Ça limite, mais ce n'est pas efficace comme des ferrites et du câble CEM. Ok, merci. On a parlé des distances entre les câbles de commande et les câbles de puissance. Est-ce que ces précautions sont également applicables sur des petites puissances de l'ordre de 1 kW? Dans tous les cas, les 30 cm, dans les règles de bonne conduite de CEM, on va pas parler de début de puissance, c'est à mettre en place tout le temps. Bien sûr, il va de soi que si vous faites passer 1 kW dans un câble ou 500 kW dans un câble, le phénomène est beaucoup plus faible, mais il est toujours là. Donc on peut toujours avoir cet effet-là de perturbation. On a la même question après sur les petites puissances de l'ordre de 7-5 kW pour les câbles non symétriques. Alors, les câbles non symétriques, comme on mettait dans la présentation, c'est jamais une obligation. On essaye de mettre tout en place pour éviter tout problème. C'est ça qu'on fait. Donc au niveau de la garantie de votre variateur, il n'y a aucun souci. J'ai pas de problème après au niveau des roulements et au niveau de la perturbation que j'envoie de tous les côtés. Donc c'est à peu près la même réponse. Vu qu'on diminue la puissance, les phénomènes sont diminués. Donc vous avez beaucoup moins de risques d'avoir ces perturbations-là. Par défaut, je vous conseille quand même d'utiliser ces câbles-là. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros. Si vous avez des questions à poser à l'oral, c'est avec plaisir aussi. Hein, ça permettra d'échanger. Bonjour. Bonjour. J'aurais deux questions. Oui. La première, par rapport aux tresses de blindage en cuivre, si j'ai bien compris, comment elles réagissent dans les milieux humides avec de l'eau, etc. Et puis, la deuxième qui n'a rien à voir, mais dans la pratique, on voit souvent de la part d'électriciens soi-disant qualifiés des montages de blindage complètement farfelus qui correspondent pas du tout à ce que vous expliquez dans le cours maintenant. Et ma question, c'est comment c'est possible, quoi, je veux dire. Alors, je vais répondre déjà à la deuxième question. Donc, comment c'est possible? L'utilisation des variateurs de vitesse en masse, c'est assez récent. Certes, Danfoss a commencé à en fabriquer en 68, mais je dirais des volumes, des grands volumes, ça fait 10-15 ans que les gens les utilisent. Et je dirais, entre le moment où on utilise beaucoup des variateurs de vitesse et cette information-là, on s'aperçoit qu'on a plein de problèmes, qu'on doit mettre ça en place et que ça remonte jusqu'à les écoles ou les centres de formation. Il y a beaucoup d'inertie et ça met du temps. Ça veut dire que à l'heure actuelle, c'est des choses on fait des interventions dans des cours avec des professeurs. On leur donne ces bonnes pratiques-là, mais par contre, il y a toute cette inertie-là et il y a des personnes, ça fait 20 ans, 30 ans, qui ont toujours dit on fait comme ça. Il faut le temps qu'elles perdent ces mauvaises habitudes-là, qui étaient peut-être pas un problème et quand on était sur des faibles puissances et avec du 50 Hz, mais qui vont créer des problèmes directement avec l'utilisation de nos variateurs maintenant. Alors, les variateurs en général. Au niveau des tresses, alors je vous dis elles sont en cuivre, mais c'est du cuivre, c'est pas émaillé, j'ai perdu le nom. Il y a une couche de protection, donc il n'y a pas de souci, elles vont pas s'oxyder. Elles sont étamées, je crois.
Étamé, voilà, c'était pas, voilà, étamé. Donc on voit qu'elles sont toutes grises comme ça, mais en réalité c'est du cuivre. C'est qu'elles sont étamées. Donc avec l'humidité, souvent ce que je vois qui rouille, c'est plutôt et quand vous refaites la prise au niveau du moteur, c'est que si vous allez gratter la peinture ici et on n'a plus du tout de protection au niveau moteur, c'est plus la ferraille qui va rouiller. Donc un petit coup de graisse, ça va limiter ce phénomène-là. C'est le seul endroit où je vois que ça rouille. Mais sinon, ça bouge pas, ces tresses. Il n'y a aucun souci. Merci. Voilà. Alors, c'était voilà, cette photo. Hop. Donc là, réellement, c'est le petit coup de graisse parce que vu on a utilisé la meuleuse, on a donné un petit coup. Si c'est du fer blanc, là, ça va rouiller. Mais la tresse ne bouge pas dans le temps. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Si vous voulez, je peux répondre à des questions un peu plus larges que juste au niveau câblage. Hein. Au niveau de l'utilisation de la mise en place du variateur, il y a aucun souci. Si vous en avez, n'hésitez pas. Ah, pas de questions. C'est qu'on a été assez clair. Bon, bah écoutez, si jamais quoi qu'il arrive, vous avez des questions qui mûrissent après la présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, on se fera un plaisir d'y répondre. On vous enverra du coup la présentation et les différents documents de préco que Damien a montré. Et cet après-midi, est-ce que vous recommandez de mettre les variateurs dans l'armoire de commande directement, dans la même armoire que la commande? Alors, on a tendance chez Danfoss à avoir cette culture de plutôt préconiser de mettre le variateur au plus près de votre machine. Donc mettre des variateurs IP55 ou 54 vraiment au plus près. Donc vous allez avoir plusieurs avantages à faire ça. C'est que vous allez limiter la longueur de câble entre le moteur et le variateur. Donc moins de nuisances au niveau CEM. Au niveau du câble moteur qui est demandé d'utiliser, c'est du câble qui est assez cher, donc on va limiter ce coût-là. Vu que votre variateur va avoir de la distance par rapport à votre automate, ben on va diminuer l'effet de perturbation. Et le dernier point, c'est le variateur, et quand vous allez le mettre en armoire, généralement, ben, vous allez être obligé de la ventiler ou de la climatiser. Donc le fait de le délocaliser, c'est que vous allez diminuer le coût de votre armoire, parce qu'elle sera plus petite, et vous allez aussi diminuer le refroidissement de cette armoire et être plus efficace en rendement et en coût de votre installation et utilisation. Donc on préfère la délocaliser. D'autres questions? Bonjour, j'ai une petite question. Oui, bonjour. Bonjour, voilà, j'ai dans une de mes applications un variateur dans une armoire dans laquelle j'ai installé un module qui convertit un type de communication. C'est-à-dire que je passe de Ethernet à RS485. Et je voulais savoir si mon variateur pouvait générer des perturbations. Oui, il peut générer des perturbations. Ça peut être par rapport aux câbles ou directement au niveau du variateur. Donc on les limite au niveau du variateur en mettant des carcasses de tous les côtés à l'intérieur. D'accord. Mais oui, donc
Et quand c'est comme ça, ce qu'on essaye de faire, et quand on est dans la même armoire, c'est qu'on essaye de mettre tout d'un côté de la variation de vitesse et tout d'un autre côté l'automate ou votre convertisseur pour avoir déjà une distance qui diminue aussi ces effets-là. Et D'accord, vous parce pouvez qu'il toujours m'arrive avoir des effets parfois, contre-moteur. parce que parfois il m'arrive d'avoir des déconnexions. Donc ça peut être lié à Oui. ce variateur. Donc faites D'accord. attention dans l'armoire, souvent, ce qui a été fait, c'est que ça a été fait en atelier. Les personnes n'ont peut-être pas mis des câbles blindés entre le variateur et les borniers où vous rebranchez en bas de l'armoire. Donc des fois Non, c'est des choses comme effectivement, ça, ou sinon vous avez on n'a pas de commande et câble blindé. puissance. Et oui. Et commande et puissance peuvent être mélangées, donc ça augmente le risque. D'accord. Donc pour pouvoir éliminer ce type de problème, éloigner ce convertisseur d'une part, et Voilà. mettre des câbles blindés. Et puis aussi, je mets la puissance d'un côté et la commande de l'autre, toujours. Je mets pas dans. Des fois, on voit ça, c'est que tout a été mis dans le même, pas le chemin de câble, mais dans la même gaine, puissance et commande. Donc on limite. D'accord. 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 Ok. Merci beaucoup. De rien. Une autre question. Dans l'intervalle, je vous rappelle que cet après-midi, il y a une session du coup sur le dimensionnement des variateurs en fonction de l'application, des moteurs et de leur type d'installation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Ce sera avec plaisir qu'on échangera avec vous. Dans le cas de pose d'un variateur pour un forage, les brins dans le tubage sont séparés. Quelle installation est préconisée? Alors les brins, ça veut dire que c'est du câble unipolaire, je suppose. Non, les brins séparés, je l'ai pas pris. Oui, c'est J'ai pas ça. Je le compris. comprends comme ça aussi. Et c'est ça, c'est confirmé. D'accord. Alors, pompe de forage, première chose. Les caractéristiques de votre pompe, normalement, vous interdisent de mettre directement un variateur en direct. C'est que vous allez avoir des pointes de tension. Donc, si c'est pas marqué comme quoi le variateur en direct est interdit, on va vous dire ne pas dépasser certains pics de tension qui vont être de l'ordre de 600 volts ou 800, 900. Donc, ça veut dire l'utilisation de filtres en sortie du variateur. Ce que je vais vous préconiser, c'est de mettre ce filtre, de mettre du câble blindé jusqu'à votre boîte de jonction ou à la tête du puits. Parce que souvent, on a des problèmes sur les différentiels dans ces installations-là. Donc, c'est remettre la tête du puits bien à la terre et de pouvoir passer du câble blindé sur la maximum de longueur que vous pouvez. Et au bout de cette longueur-là, bien remettre la terre. Après, et quand on est sur du fourrage, le phénomène de perturbation des autres éléments, quand vous allez dans la terre, on est beaucoup moins embêté parce qu'il y a personne autour. C'est plus mettre un filtre qui sera conseillé dans votre cas. Des vaisseaux d'été ou sinus, suivant les contraintes. Ok, merci. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 11 h. Du coup, notre webinaire va se... Ah, le fil doit être installé au plus près de la tête de forage. Point d'interrogation. C'est toujours le fil. Alors, la terre, c'est mieux de la remettre au niveau de la tête de forage. Et si vous rapprochez le variateur de la tête de forage, vous allez limiter, je dirais, les perturbations qui peuvent être envoyées sur le reste de votre installation. Le filtre, je pense qu'il... Ah, le filtre. Ah, d'accord. Non, le filtre, on va le mettre à la sortie du variateur.
directement. Donc généralement, on dit 2 mètres du variateur. Donc souvent, ce qui est fait, c'est du câble blindé qui est mis entre le variateur et le filtre, et après, ben, ça repart sans câble blindé. Voilà, je dirais, dans la pratique, ce qui est fait. Ok, merci à vous et à cet après-midi, effectivement, merci. Du coup, on va. Non, c'est un message auquel je répondais du coup. Merci beaucoup à vous, merci Damien pour la présentation. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, des projets, des choses comme ça, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Et du coup, cet après-midi pour le dimensionnement. Bonne journée, au revoir. Au revoir, bonne journée.